Bonsoir à toutes et à tous. Ça commence bien, merci. Bienvenue à cette 17e édition de XIA sur le thème de la Révolution française de l'IA. Donc c'est un plaisir de vous voir aussi nombreux ce soir. Je suis Sophie Monnier, X2009, la présidente de XIA depuis quelques années maintenant. Et donc je suis ravie de vous accueillir. Quelques mots sur XIA pour commencer cette soirée. Qui vient à XIA pour la première fois ce soir ? À peu près 15-20% de la salle. Donc à chaque fois, il y a 20% de nouveaux. C'est super. Écoutez, je suis ravie d'accueillir les nouveaux que je ne connais pas encore et à tous ceux qui sont fidèles et qui reviennent, donc 80% de la salle. C'est un plaisir de vous voir. Je suis très contente de pouvoir discuter avec vous au cocktail plus tard. Alors, déjà, un petit mot sur la vision de XIA. Notre vision est double, pour ceux qui viennent souvent, vous le savez. La première, c'est de réunir la communauté des X qui sont passionnés ou qui travaillent dans le domaine de l'intelligence artificielle. On est beaucoup à travailler dans le domaine, mais on ne se croise pas forcément et on n'a pas forcément d'occasion d'échanger. Donc, les événements de XIA sont faits pour ça, pour avoir des échanges et pourquoi pas des collaborations. La deuxième vision, c'est une politique affichée de no bullshit dans nos talks. Donc, on met une préparation soigneuse et un choix des speakers aussi soigneux. Donc, j'espère que cette édition, ce soir, va vous plaire autant que les précédentes. Tout ça, c'est pas le travail que d'une personne. Donc, en fait, on est une dizaine de personnes dans le bureau qui travaillent tout le temps pour vous préparer ces éditions, qu'elles soient santé ou sur d'autres thèmes. Donc, je tiens à remercier tout le monde qui travaille avec moi pour vous organiser ces super soirées. Pour ceux qui ne le savent pas, on a donc 4 canaux. Donc on est sur la X, on est sur Facebook, on est sur LinkedIn et on est sur Discord. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur tous ces canaux ou nous suivre sur le canal que vous préférez. On est maintenant le 6e plus gros groupe X, donc c'est assez sympa parce qu'il y a un peu plus de 200 groupes X et on est assez jeunes. Donc merci de nous rejoindre et de nous faire grandir. Mais en fait, on ne compte que 2,5% de la communauté, vu qu'il y a 40 000 personnes sur l'annuaire de la X. Donc, vous êtes les premiers ambassadeurs du groupe et n'hésitez pas à parler à vos amis, à vos collègues, aux personnes de votre famille qui ont pu passer par Polytechnique pour rejoindre le groupe. Quelques quick news. Je ne sais pas si vous avez vu, mais hier, il y a eu un post. Donc, XIA est dans la jaune et la rouge. Et ça, c'est quand même très sympa. On est apparemment un groupe très dynamique. Donc, restons très dynamiques et continuons à faire des éditions. Deuxième quick news, que vous aurez un peu plus de détails dans quelques minutes. Mais donc, il y a Nicolas Granatino, qui est parmi nous, qui nous parlera du coup de son initiative pour l'écosystème européen de manière générale, STEM AI. Donc, j'en dis pas plus, mais il vous en dira plus par lui-même dans quelques minutes. Ça peut vous intéresser. Et enfin, en 2024, donc, XIA devient une asso loi 1901. Pourquoi on fait ça ? Tout simplement parce qu'en fait, on est un groupe qui fonctionne bien, mais souvent on a des salles qui ne sont pas assez grandes pour toute la communauté qui veut venir. On a des waitlists. Donc cette fois-ci, on a une waitlist un peu moins grande que d'habitude, mais quand même un petit peu. Donc on veut pouvoir faire plus d'éditions dans des salles plus grandes. Et donc pour faire ça, tout en gardant les événements tout pareils, gratuits, accessibles à tous, eh bien, on s'entoure d'une petite équipe de 6 sponsors pour cette année, qu'on remercie chaleureusement, et qui vont venir vous dire quelques mots dans quelques minutes. Ils vont se présenter. Donc, on a un portrait de famille qui est le suivant. On a 2 grandes entreprises, grands groupes ou entreprises de conseil, Iluin et GIS, de Licorne, Dataiku, Hugging Face et de VC Fund, Alven et Alpha Intelligence Capital. Donc, on est ravis de vous avoir en contributeur cette année et j'espère que assister à tous les événements XIA vous plaira beaucoup. Voilà, donc on a QTI et Scaleway ce soir. Donc Édouard, Damien et Jean-Baptiste vous donneront 2 talks d'à peu près 30 minutes chacun. Et pour ce qui me concerne, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée parmi nous encore. Et donc j'appelle
En premier lieu, les sponsors sur scène. Et je pense qu'on commence juste par Hugging Face parce qu'il y a quelqu'un qui doit partir tôt. Voilà. Merci beaucoup. Du coup, oui, pour présenter Hugging Face, je pense qu'il y en a déjà beaucoup qui connaissent. L'idée, c'est d'avoir un peu le GitHub de l'IA. Donc, on vous permet d'héberger des modèles, des datasets et les télécharger de manière pratique. Par exemple, quand Mistral fait un drop sur Twitter d'un magnet torrent, vous pouvez aussi venir le récupérer chez nous. En général, c'est un peu plus pratique. Ensuite, on a aussi pas mal d'autres features qui sont développées depuis longtemps et qu'on continue à pousser. Par exemple, on a des posts qui sont l'équivalent d'un fil Twitter mais sans pub et avec souvent du bon contenu. On a des spaces qui vous permettent de faire des démos. Vous pouvez mettre vos datasets en privé, en public. Enfin bref, c'est sympathique. Venez sur le hub et en général, ça permet de développer efficacement. Enfin, je trouve que c'est pratique. À titre personnel, je suis peut-être pas très objectif. Voilà, c'est tout pour Hugging Face. Iluine. Bonsoir à tous, donc, je suis Gauthier Viau, je suis directeur de la R&D à Iluine Technologies. Iluine, on est une scale-up qui fait de l'IA pour les entreprises. Donc on est une petite centaine de personnes aujourd'hui. On a une triple activité qui va consister à faire des projets sur mesure, une activité de service, de conseil. On va aussi avoir une activité de R&D interne assez importante qui nous tient beaucoup à cœur. Et on va développer des produits qu'on va commercialiser sous forme de, sous format de licence, sur des cas d'usage d'IA pour l'entreprise, conversationnels ou documentaires. Donc, plus précisément, sur cette partie IA générative qui est de plus en plus au cœur des centres d'intérêt des entreprises, on va intervenir sur un peu toute la chaîne de traitement, que ce soit les applications, les cas d'usage, la partie fine-tuning, évaluation, le déploiement. On ne va pas trop toucher à tout ce qui est pré-entraînement de modèles, sauf dans des cas un peu particuliers où on a, je ne sais pas si vous avez vu passer le modèle Croissant LLM, qui est une initiative qu'on avait lancée et qu'on avait voulu être une initiative vraiment de modèles francophones, légers, faits pour l'industrie, tout à fait open sourcé. C'est quelque chose qui nous tient assez à cœur de pouvoir aussi contribuer à cet écosystème. Et c'est dans ce contexte qu'on est, voilà, je finis vite, qu'on est ravis de participer à ce sponsorship de Exia. Merci. Merci. Égis ? Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Moi, c'est Paul Libéraire, je représente Egis aujourd'hui. Peut-être que vous ne connaissez pas tous Egis, c'est une grosse ingénierie française de 18 000 personnes, autour de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans plus d'une soixantaine de pays. Donc on intervient sur tout le scope de l'ingénierie, que ce soit du bâtiment, que ce soit de l'infrastructure ou alors du linéaire, des rails, quoi. Avec quelques projets emblématiques comme le Grand Paris Express. Et ce qu'on voit, c'est que sur l'ensemble du scope de nos métiers, l'IA est en train de chambouler pas mal de choses. Donc ce qu'on fait, personnellement, moi je suis cofondateur d'une startup qui a été acquise par Egis il y a 1 an maintenant. Et ce qu'on fait, c'est que donc une startup qui utilisait l'IA, on utilise ses compétences pour développer en fait des cas d'usage du traitement de langage naturel au plus proche des métiers et au plus proche des enjeux opérationnels quotidiens des équipes. Et c'est en ce sens qu'on participe donc à ce sponsorship. Merci à tous. Bonsoir. Moi, je suis Arnaud, VP Engineering chez Dataiku. Donc, on va se situer un peu entre les deux types de boîtes. On est maintenant 1200 personnes. On a été fondé par un Normalien et un Centralien. Désolé. On a donc une boîte internationale, mais toute la R&D est encore à Paris, en France. Et on y tient beaucoup. Et donc Dataiku, en fait, c'est une plateforme end-to-end qui permet de faire tout ce qu'on a besoin pour faire un modèle de machine learning, du début jusqu'à la fin, de la data préparation jusqu'à la mise en production de ce modèle, avec tout ce qui passe au milieu. Et notamment aujourd'hui, de ce qui nous occupe principalement, c'est tout ce qui tourne autour du LLM Mesh, qu'on appelle. Donc c'est tous les langages les langages de modèles de grands, notamment tout ce qui nous permet d'abstraire les différents LLM comme Hugging Face, OpenAI,
pour avoir une plateforme qui, elle, sera à peu près générique et utilisable et résistante au fur et à mesure de toutes les évolutions de ce monde qui évolue à une vitesse grand V. Merci beaucoup. Alven. Bonsoir à tous. Du coup, moi, je représente Alven. Donc, Alven, on est un fonds d'investissement qui a été créé par 2 polytechniciens il y a à peu près 25 ans et qui investit aujourd'hui énormément dans l'écosystème IA. Et c'est pour ça qu'on trouvait ça très intéressant de sponsoriser ce type d'initiative. On est notamment investisseur dans Dataiku. On a investi, on était le premier investisseur même il y a maintenant presque 10 ans. Bon, en revanche, on a un peu loupé Hugging Face. On trouvait qu'à l'époque, un chatbot pour avoir un nouvel ami, ça nous paraissait bizarre, mais on a été bête là-dessus. Aujourd'hui, on continue donc d'investir dans les startups dans cet écosystème-là. On investit vraiment au tout début. Vraiment, c'est jamais trop tôt pour nous contacter. Dès que vous avez une idée d'un projet, que vous voulez même itérer sur ces projets-là, n'hésitez pas à nous contacter. On investit vraiment avant même le lancement du produit, avant même le premier euro fait. Donc, n'hésitez pas à nous contacter dès que vous avez un projet dans cet écosystème et me contacter même personnellement. Merci beaucoup. Last but not least, Arnaud et ici. Merci et bonsoir à tous. Donc Arnaud Barthélémy, je suis un des 5 partenaires d'Alpha Intelligence Capital. Qu'est-ce que c'est AIC? C'est un fonds de venture global qui n'investit que dans l'IA. Donc on a été créé en 2018, donc on a déjà un petit peu d'expérience. Notre premier fonds faisait 185 millions de dollars, il est entièrement déployé. Et il a été déployé aux États-Unis, en Israël, en Angleterre, dans cet ordre-là, et à peine en France. Et c'est un peu paradoxal parce qu'on a un ADN très français, mais jusqu'à présent, on trouvait que la France manquait un tout petit peu de maturité business. Donc on voyait des projets qui étaient intéressants d'un point de vue tech, mais on avait un peu du mal à les voir scaler. Et l'impression qu'on a aujourd'hui, c'est que les briques qui permettent vraiment de faire exploser l'écosystème français dans l'IA sont réunies. Donc on a des technologistes, donc des gens qui sont des vrais spécialistes de l'IA. Le fait que les anciens de l'IX ou que les young graduates de l'IX décident d'aller bosser dans les startups d'IA plutôt que d'aller bosser chez Goldman Sachs, c'est évidemment quelque chose de positif. Donc ça, c'est un bloc qui est absolument majeur. 2, il y a du capital en France. J'entends souvent là, ce que j'appelle la complainte du capital. Des gens disent il n'y a pas assez de capital en France, il n'y a pas assez de capital en France. Il y a un manque de liquidité, mais moi je trouve qu'il y a du capital. 3, il y a des réseaux d'anciens qui sont maintenant extrêmement puissants. 4, il y a un réflexe international des startups françaises, ce qui n'était pas le cas il y a encore 4-5 ans, ce qui est le cas aujourd'hui. Et on rêve, nous, un peu d'un scénario à l'israélienne pour l'écosystème français, avec des boîtes qui, dès le début, ont des objectifs business ambitieux, une technologie très profonde, très différenciante, et qui scale. Et donc, c'est à ça qu'on veut contribuer, et c'est pour ça qu'on est ravis de sponsoriser XAI. Merci. S'il y a des entrepreneurs dans la salle, ça peut être intéressant d'aller parler à Arnaud ou Victor. Et donc, oui. Et du coup, on ne peut pas continuer la soirée sans quand même accueillir Aude, grâce à qui on n'aurait pas pu, sans qui nous n'aurions pas pu faire la soirée ici. Donc, tu n'es plus à présenter, Aude. Merci. Je pense que tu exagères un peu quand même. Moi, j'avoue. Un petit peu. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, qui sont donc nombreux, moi je suis directrice générale déléguée du groupe Iliad. Vous êtes ici au siège d'Iliad, la maison mère de Free. Donc pour l'anecdote, dans ce bâtiment, à peu près 5 ou 6 étages au-dessus de vous, on a le laboratoire d'électronique embarquée dans lequel on conçoit toutes les Freebox qui sont sorties depuis 25 ans maintenant. Donc voilà, pour ceux qui sont passionnés d'électronique embarquée, il n'y en a pas beaucoup ici ce soir, dommage, mais voilà, c'était pour l'ADN du bâtiment. Donc pourquoi on a accepté pourquoi on s'est porté volontaire d'ailleurs pour recevoir un événement XIA, parce que déjà, que ce soit pour le groupe Iliad ou pour Xavier Niel, son fondateur, investir dans l'intelligence artificielle en France et développer un écosystème français hyper puissant sur ce domaine, c'est extrêmement important. Xavier Niel est connu pour avoir déjà financé des initiatives qui ont été assez positives pour l'écosystème, même si c'est moi qui le dis, notamment à travers l'école 42, à travers Station F.
Et donc on avait envie de continuer à participer au dynamisme de la French Tech, et notamment sur le sujet IA. Et donc vous allez entendre ce soir des intervenants de deux initiatives, je vais appeler ça comme ça, donc une fondation et un business dans lequel on est très présent. Le premier, c'est QTI, qui est donc une fondation pour l'IA en open science, sur lequel le groupe Iliad est donateur à hauteur de 100 millions d'euros. Et puis le deuxième, c'est Scaleway, qui est la filiale cloud publique du groupe Iliad et qui propose aujourd'hui des services d'entraînement et d'inférence as a service à travers sa stack cloud publique. Et donc ils vous en parleront tout à l'heure. Voilà, donc juste pour redire qu'on est très heureux de vous recevoir. Xavier s'excuse, il aurait aimé être là pour déjà voir un truc qu'il n'a jamais vu dans sa vie, c'est autant de polytechniciens réunis. Je pense qu'il a dû travailler avec moins de 5 polytechniciens au quotidien dans sa vie, mais depuis qu'il sait que les meilleurs en IA viennent de l'X, maintenant il dit à tous les journaux que l'X est la meilleure école du monde, donc voilà, ça lui aurait fait plaisir. Merci, bonne soirée. Merci. Et du coup, on finit juste avec Nicolas pour nous parler de STEM AI. Bonsoir. Oui, donc je viens de lancer une initiative qui s'appelle STEM AI, qui d'ailleurs n'aurait pas été possible sans tous les efforts que Xavier a fait avec Aude au niveau de Scaleway et de la French Tech. Mais la façon dont ça a commencé, en fait, j'ai rencontré Eric Schmidt il y a à peu près 2 ans, et qui a dit, en fait, il y a énormément de talent en France, sans nécessairement faire référence à Polytechnique, mais il y a 2-3 choses qu'on fait un peu mieux aux US. Et j'aimerais bien un peu aider à dynamiser l'écosystème. Et ensuite, en fait, d'ailleurs, Edouard, qui est là, faisait partie des 14 chercheurs sur le papier de l'AMA en février l'année dernière, qui ont sorti en open source ce papier. À ce moment-là, quand j'ai appris que tout le monde partait de chez Meta pour faire d'autres initiatives, j'ai recontacté Eric et je lui ai dit, écoute, voilà la preuve que si on met en fait des gens talentueux dans des écosystèmes qui sont world class, on arrive à produire des produits et de la recherche qui est world class. Et je pense que c'est quelque chose de concret qu'on pourrait supporter parce qu'ils sont tous en train de partir de chez Meta. Donc la première initiative qu'on a fait, c'était Mistral ensemble. Quand j'ai proposé Mistral à Eric, il m'a dit 3 choses. Il m'a dit bien sûr que je vais leur parler. Il m'a dit deuxièmement, je veux aider les entrepreneurs français. Et la troisième chose, c'est faisons le DeepMind français. Et peut-être que cette équipe a les moyens de le faire. Donc c'était vraiment quelque chose de très positif. Et ensuite, j'avais aussi appris que Aude et Xavier avaient en train d'avoir une activité philanthropique, qui est quelque chose qui est assez nouveau en France. Et donc, j'ai contacté Xavier, je lui ai dit je sais que vous voulez faire une activité philanthropique, on vient de faire Mistral, peut-être qu'on devrait se parler. Et on a passé 6 mois très agréables avec Aude pour participer à l'accouchement de QTI, qui est vraiment une initiative qui est vraiment fantastique pour l'écosystème de recherche en France. Et au travers de cette expérience, en fait, on s'est rendu compte qu'il y a une grande confusion en ce moment dans le monde de l'IA, et surtout pour des jeunes étudiants qui disent est-ce que je vais dans une start-up, est-ce que je vais dans une fondation? En fait, on a besoin des deux pour avoir un écosystème qui fonctionne en France. Et je pense que comme n'importe qui vient de DeepMind ou Meta peut lever entre 5 et 200 millions, juste avec ce pédigré, je pense que ça ne conduit pas à beaucoup de clarté pour des jeunes étudiants sur ce qu'il faut faire. Et il faut faire les deux, et il faut faire aussi ce que vous avez envie de faire. Je vous recommande aussi de lire un livre de Tony Fadell qui s'appelle Build, qui a énormément de conseils sur que faire quand on est jeune. Il a fait plein d'erreurs, etc. Il en parle de manière assez candide dans son bouquin, donc je le recommande fortement. Et ensuite, la troisième initiative, en fait, c'est STEM AI. Et STEM AI, c'était un peu de dire, justement, dans cette confusion, en fait, une start-up, ce n'est pas juste faire de la recherche, ce n'est pas simplement avoir 3, 4, 5 chercheurs qui se mettent ensemble et qui font une start-up. C'est aussi faire un produit, c'est aussi faire du business. Et d'ailleurs, ici, on parlait avant, la raison pour laquelle ils investissent pas en France, c'est parce qu'ils ne trouvent pas qu'il y a de la profondeur sur la partie business, produit, go-to-market.
Et nous, ce qu'on veut faire, et on s'est parlé hier d'ailleurs, c'est dynamiser ensemble avec tous les VC de la place, que ce soit Alven et IC, la financière Saint-James et tous les autres, et d'aider à justement dynamiser ça, faire que si vous êtes polytechnicien et vous savez ce qu'il faut faire en technologie R&D, de vous aider à avoir les bons réflexes au point de vue produit, go-to-market, business. On accompagne avec une petite partie de capital, mais on a surtout ce qu'on appelle des advisors in residence, qui sont des gens qui ont travaillé dans quand même les grandes boîtes américaines, qui ont eu cette expérience de scaler des produits à des centaines de millions de personnes. Et donc, allez sur le site, apply, et on a tout un réseau de VC avec qui on veut bosser et vous aider. Vous êtes quand même il y a quelque chose qui est unique sur la formation à l'IX, c'est la multidisciplinarité. Moi, quand j'étais en 92 là-bas, on avait Alain Finkielkraut, la culture, le produit, tout ça, c'est très important. Et je pense que vous avez tout à fait les moyens, en vous associant aux bonnes personnes, de faire le business que des gens comme AIC cherchent à faire. Donc venez, apply, et on vous connectera, on vous trouvera vos cofondateurs, et on continuera de faire grandir cet écosystème. Donc merci beaucoup et merci à Aude. Merci Nicolas. Grosse introduction un peu écosystème. Et donc maintenant, on va rentrer dans le dur de la soirée. Donc j'appelle Édouard Grave de Qtile. Bonsoir à tous. Donc je suis Édouard Grave et je fais partie de l'équipe fondatrice de Qtile. Et donc le but de cette présentation, c'est un peu de vous présenter donc cette nouvelle organisation qui effectivement est un peu spéciale par rapport à une start-up ou à un laboratoire de recherche public. Et ensuite, je vais aussi un peu parler de sciences et de techniques. Et donc, je présenterai une des directions de recherche qui nous intéressent chez Qtile. Donc, peut-être que je peux commencer par la mission de Qtile, qui est de construire et de démocratiser l'intelligence artificielle à travers la science ouverte. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous, on est avant tout un labo de recherche, et donc qu'on veut faire de la science avec pour but d'avancer vers une intelligence artificielle générale. Et évidemment, contrairement à beaucoup de labos qui font ça aujourd'hui, de continuer à publier toutes les avancées qu'on fait pour que le maximum de gens puissent en profiter. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est un labo de recherche non-profit. Et en gros, on se repose sur 4 piliers. Alors, le premier pilier, c'est l'excellence scientifique. Et donc, notre but, encore une fois, c'est vraiment de faire de la science, de développer des nouvelles méthodes et de vraiment rester à la pointe de ce qui se fait en IA. Le deuxième pilier, c'est la science ouverte. Donc, c'est de partager tout ce qu'on fait, que ce soit sous forme de papier, de code, de modèles ou de données. Le troisième pilier, c'est de former la nouvelle génération de chercheurs et d'ingénieurs en intelligence artificielle. Et donc, notamment, on va développer un programme de PhD student avec un programme CIFRE. Et enfin, le dernier pilier, ça va être de faire en sorte que tout ce qu'on fait peut bénéficier à l'écosystème. Et donc, par ça, qu'est-ce que j'entends? Ce que l'on veut, c'est développer des outils qui permettront, en gros, aux startups, aux entreprises, à tout le monde, en gros, de s'approprier les dernières avancées en IA. Pourquoi et comment est-ce qu'on est différent d'autres acteurs en IA? Et quelles sont en gros nos forces? La première, c'est le talent qu'on a déjà réussi à réunir au sein de ce laboratoire, et donc avec une équipe fondatrice qui a pas mal d'expérience dans le fait de faire de la recherche en IA et aussi de diriger des grandes équipes d'IA, que ce soit chez Meta ou chez DeepMind, par exemple. Notre deuxième force, c'est le fait d'avoir des ressources. Et donc, merci à nos donateurs, dont Iliad, CMA-CGM et Eric Schmidt, qui nous ont permis en fait d'avoir accès à une ressource de calcul qui est vraiment à l'état de l'art de ce qui se fait aujourd'hui,
et donc pour cela, nous passons par Scaleway, qui vous en dira un peu plus. Et le dernier, en fait, c'est l'agilité, donc le fait de pouvoir, n'étant pas une start-up, ne pas avoir de produits, et donc de pouvoir pivoter très vite aux dernières avancées ou aux derniers challenges en IA, parce que nous n'avons pas besoin, en fait, on n'a pas commit à un produit et donc à des utilisateurs. Un mot rapide sur l'équipe. Donc, l'équipe fondatrice en recherche est composée de 6 personnes, dont moi. Nous venons de différents groupes précédemment, et donc il y a un mix entre des gens qui ont passé pas mal de temps dans l'académique, pas mal de temps dans l'industrie, notamment donc chez Meta, DeepMind, Microsoft Research. Un point rapide sur un peu la culture de l'équipe. Nous, notre but, c'est vraiment de travailler sur des problèmes et des techniques qui peuvent s'appliquer à beaucoup de sujets. Et donc, on a une équipe qui a une expertise assez diverse, que ce soit en computer vision, en natural language processing, en audio. Et donc, notamment, ça se voit par les projets sur lesquels nous avons pu travailler par le passé. Alors, je suis désolé, cette slide n'est pas forcément très lisible. Mais par exemple, personnellement, j'ai lancé le projet Llama à Meta. Nel et Alexandre ont pas mal travaillé sur tout ce qui était audio, et donc notamment développé des LLM pour la musique ou pour le speech. Hervé a pas mal travaillé sur tout ce qui est computer vision, et donc développé des modèles des foundation models pour la vision tels que Dino par exemple. Et enfin, Laurent a pas mal développé sur des outils en open source pour faire de l'IA. Maintenant, on va passer à la partie un peu plus intéressante, et donc on va parler un petit peu de science, et notamment du type de problème sur lequel on a envie de travailler, et sur lequel nous travaillons déjà d'ailleurs chez Qtile. Et donc pour ça, je vais très rapidement, pour les gens qui vivraient dans une grotte, faire un petit point sur le chat GPT et les grands modèles de langage. Et donc, qu'est-ce que c'est que ce que j'appelle la révolution ChatGPT? En fait, pour moi, c'est un peu un breakthrough, dans le sens où c'est pour la première fois, on a vu un peu un de ces vieux rêves que tout le monde a, tous les gens qui travaillent dans l'IA ont, qui est d'avoir un modèle qui était capable de faire plein de tâches différentes. Par opposition au modèle qui précédemment, par exemple, jouait très bien au Go ou était très bon pour reconnaître des chats dans des vidéos. Là, on avait un modèle qui pouvait écrire du code, qui pouvait faire de la traduction, qui pouvait écrire de la poésie, etc. Et surtout, à qui on pouvait demander de résoudre à peu près n'importe quelle tâche. Un point important, c'est que ce breakthrough, il n'est pas arrivé du jour au lendemain. D'abord, donc ChatGPT, ça a été publié en fin 2021, si je me souviens bien. Mais donc ça a reposé en fait d'abord sur GPT-3, donc qui était le fait de préentraîner ces modèles de langue sur beaucoup de données, qui eux-mêmes reposaient sur Transformer, qui avait été publié 3 ans plus tôt, qui lui-même reposait sur le mécanisme d'attention, qui avait encore une fois été publié 3 ans plus tôt. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça repose sur ces 3 innovations qui avaient été développées en fait dans des groupes de recherche complètement différents. Et donc, la science ouverte, c'est important parce que c'est ce qui nous permet d'avancer plus rapidement. Alors, comment fonctionne un grand modèle de langue? Tout simplement, c'est un modèle statistique qui, étant donné un contexte, va prédire le mot qui apparaît après ce contexte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, ça prédit une distribution de probabilité sur le vocabulaire. Et donc ça nous permet de générer du texte, par exemple, en samplant depuis cette probabilité, ou alors en prenant le mot le plus probable.
Donc ça peut paraître tout simple hein, comme modèle, mais en fait, évidemment, quand on l'entraîne sur énormément de données, notamment des parties d'échecs ou des articles Wikipédia, ce principe tout simple en fait, va permettre au modèle d'apprendre du knowledge à propos du monde, va apprendre à jouer aux échecs, va apprendre de la chimie, etc. Même si ce ChatGPT nous a montré qu'on pouvait faire des choses assez exceptionnelles avec ce type d'objet, malheureusement, il y a encore pas mal de limitations aux grands modèles de langage. Il y en a un dont tout le monde parle, qui sont les hallucinations. Et donc le fait que ces modèles vont avoir tendance à inventer des choses quand ils ne savent pas. Et donc ça, encore une fois, c'est tout. Quand on comprend le fonctionnement, le fait que ces modèles soient des modèles probabilistes qui sont entraînés à prédire quelque chose qui est, étant donné un contexte, ce qui est probable qui arrive derrière, en fait, c'est complètement naturel que ces modèles inventent des choses. Une deuxième limitation, c'est qu'il y a beaucoup d'informations qui n'existent pas forcément sous forme textuelle. Une troisième limitation, c'est le fait que ces grands modèles sont très coûteux à entraîner. Et malheureusement, une fois qu'on les a entraînés, tout ce qui va se passer après, le modèle l'ignorera. Et donc ça veut dire que ce sont des modèles en gros qui sont figés dans le temps. Ce sont des modèles qui sont assez chers toujours à utiliser, qui ne sont pas forcément personnalisés, et puis de plus en plus qui sont fermés. Donc nous, du coup, on a identifié en gros 3 axes de recherche sur lesquels on voulait travailler initialement. Encore une fois, comme je le disais plus tôt, c'est pas du tout exhaustif, on ne se limitera pas à ces 3 axes-là, mais disons que c'est les axes initiaux sur lesquels on veut travailler. Le premier, c'est tout ce qui est augmenter les grands modèles de langue avec des outils. Et donc ces outils, qu'est-ce que ça peut être ? Ça peut être par exemple un moteur de recherche, ce qui du coup permettrait à un modèle d'aller chercher de l'information sur le web, et donc grâce à ça de rester un peu plus à jour qu'un modèle qui ne pourrait pas le faire. Ça peut être un interpréteur Python, par exemple, pour écrire un petit programme pour essayer de résoudre un problème, parce que notamment ces modèles sont assez mauvais pour faire du calcul ou des raisonnements très logiques. Ça peut être une base de données aussi pour aller à nouveau chercher de l'information, par exemple, pour une entreprise. Donc ça permettrait de rendre les modèles plus factuels, donc on espère de réduire les hallucinations. Ça permet aussi d'étendre les capacités de ces modèles. Le deuxième axe, c'est tout ce qui est les modèles multimodaux. Donc, comme je disais précédemment, on a une équipe qui a une expertise assez diverse, à la fois en NLP, mais aussi en speech, en audio, en vision. Et donc, nous, on a envie de développer des modèles qui puissent du coup traiter toutes ces modalités, donc le texte, l'image, l'audio, la vidéo, et puis peut-être d'autres modalités encore. Et donc ça, on voit déjà l'émergence de modèles multimodaux. Mais en général, en fait, c'est des modèles qui ont un peu été entraînés sur qui reposent sur des briques qui vont traiter chaque modalité, qui ont été entraînées de manière un peu indépendante. Et donc notamment, il y a rarement du transfert d'informations ou de knowledge d'une modalité vers une autre. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si il y a de l'information qui est présente seulement dans des images et qu'on interagit avec le modèle sous forme de texte, le modèle ne sera pas forcément capable de résoudre une tâche pour laquelle il aurait besoin de cette information. Troisième point, et donc ça c'est fortement relié à notre mission qui est de démocratiser l'IA. On a envie de rendre ces modèles beaucoup plus accessibles, parce que donc publier du code ou des modèles en open source c'est très bien, mais si ces modèles sont beaucoup trop coûteux à utiliser, c'est pas forcément très intéressant. Et donc on a envie de rendre ces modèles
plus accessibles via 3 directions. La première, c'est de les rendre plus efficaces pour qu'on puisse les faire tourner sur du consumer hardware, donc ça peut être un téléphone, hein, ça peut être un laptop. On a envie de les rendre plus faciles à personnaliser. Et donc ça, notamment aujourd'hui, quand on veut personnaliser un modèle, ça demande quand même pas mal de temps, d'investissement en termes de collection de données. Et donc nous, on aimerait bien développer des techniques qui permettraient de réduire ce coût. Et relié à ça, on aimerait bien rendre les modèles plus modulaires, parce que du coup, c'est un moyen de les personnaliser, si on peut choisir un peu à la carte les briques et les capacités qu'on aimerait bien que le modèle ait. Et donc, dernière partie de ma présentation, donc je vais rentrer un peu plus en détail dans un type d'augmentation pour les large language models, et donc notamment tout ce qui est retrieval augmented models, donc qui est quelque chose sur lequel j'ai pas mal travaillé quand j'étais chez Facebook AI Research. Et donc voilà, je vais présenter quelques-uns des travaux que certains de mes collègues ou que j'ai pu réaliser. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un retrieval augmented model? Donc, l'idée, c'est d'avoir donc un index avec des milliers ou des millions de documents. Et quand on a une tâche en particulier, le modèle, ce qu'il va commencer par faire, c'est d'aller chercher dans cette base de données des documents qui seraient pertinents pour résoudre cette tâche. Et ensuite, on va donner en entrée au modèle la query et les documents qui peuvent être pertinents pour résoudre cette tâche. Et le modèle va, au lieu de juste avoir accès dans ce cas à la question, il va utiliser la question et les documents pour répondre. Alors pourquoi est-ce qu'on a envie de faire ça? Il y a au moins 2 grandes raisons. La première, c'est que du coup, c'est beaucoup plus facile de mettre à jour le modèle, parce qu'il suffit de mettre à jour l'index. Et donc, si on a des documents qui arrivent tous les jours, par exemple des news, et on peut juste les ajouter à notre index en temps réel. Et le deuxième, c'est qu'on espère que ce modèle sera plus factuel, et notamment, ce type de mécanisme permet aussi de voir d'où vient une information quand le modèle génère une réponse. Alors, quand on veut faire ça, il y a plusieurs challenges. Le premier, c'est d'être capable de traiter les documents qu'on est allé chercher dans l'index de manière efficace. Parce que, comme vous le savez probablement, avec les modèles actuels, et donc notamment les transformers, la complexité pour traiter une input est quadratique avec la longueur de l'input. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans le cas de Retrieval Augmented Model, si on donne tous les documents en input au modèle, la complexité pour générer la réponse va être quadratique avec le nombre de documents. Et donc, une des premières choses sur lesquelles j'ai travaillé avec un étudiant, c'est de développer une architecture en gros qui permet de traiter tous ces documents de manière plus efficace. Et donc l'idée est assez simple en fait, c'est tout simplement d'encoder chaque document indépendamment, parce que il n'y a pas vraiment besoin en fait dans beaucoup de cas de les traiter simultanément. Donc on les encode, que ce soit dans le cas d'une architecture sequence to sequence, avec l'encodeur dans ce cas-là indépendamment. Si c'est avec un language model, on peut aussi encoder chaque document avec le language model indépendamment. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre les représentations, toutes les représentations obtenues pour chaque document. Là, on va les concaténer. Et à partir du moment où on se met à générer la réponse, donc là, que ce soit avec le décodeur dans le cas d'un modèle sequence to sequence ou avec un LLM dans le cas d'un causal model,
eh bien, là, on va faire une attention en fait sur la concaténation de toutes ces représentations. Et donc là, ça va permettre au modèle d'agréger l'information de tous les documents et donc de tenir compte de l'information qui était dans tous les documents. Donc ça, c'est bien parce que du coup, la complexité du coup dans ce cas-là devient linéaire avec le nombre de documents. Par contre, on garde quand même les avantages d'avoir beaucoup de documents et donc notamment d'être capable d'agréger de l'information et donc peut-être d'utiliser l'information de 3 ou 4 documents différents parce qu'on va quand même avoir cette étape au moment de la génération de la réponse qui va vraiment utiliser l'information de tous les documents. Donc quelques résultats et donc notamment sur la tâche de question answering sur 3 datasets différents où en gros là on a regardé à la performance du modèle en fonction du nombre de documents qu'on était allé chercher. Et donc on voit que les performances en fait augmentent vraiment significativement avec le nombre de documents, sachant qu'à l'époque, quand on a proposé cette technique, il y avait en gros un peu 2 manières de faire. Soit on donnait tous les documents en input au modèle, mais dans ce cas-là, la plupart des modèles ne pouvaient pas traiter plus de 10 documents. Soit en fait, il y avait une agrégation qui était faite vraiment, chaque document était traité indépendamment et l'agrégation était faite vraiment au dernier moment, une fois que en gros le modèle avait généré par exemple 100 réponses différentes, on prenait la plus courante, celle qui apparaissait le plus souvent parmi les 100. Et ça, pareil, en fait, ça scalait pas très bien avec le nombre de documents, et donc notamment, en fait, il y avait un plateau à partir d'une dizaine de documents. Donc ça a vraiment permis de faire grimper pas mal les performances par rapport à l'état de l'art de l'époque. Alors, un deuxième challenge pour tout ce qui est retrieval augmentation, c'est l'entraînement du système de retrieval. Et notamment le fait de pouvoir en fait, entraîner un système de retrieval qui va être vraiment spécifique pour la tâche que l'on cherche à résoudre. Et donc, pour ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On va utiliser des réseaux de neurones pour faire du retrieval. Donc, comment est-ce que ça marche? Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que pour chaque document, ou on peut même découper chaque document en paragraphes ou en phrases. Et donc, chaque document ou chaque paragraphe va être embêté par un neural network qu'on appelle le retriever. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on prend un neural network et on prend la représentation finale du neural network. Donc ça va nous donner un vecteur d'une dimension particulière. Et ensuite, quand on a une query, on peut faire la même chose. Donc on peut prendre la query, on peut à nouveau la faire passer dans un neural network, garder la représentation finale du neural network. Ça peut être le même modèle, ça peut être un modèle différent. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire pour faire l'étape de retrieval? On va calculer un score de similarité entre les paragraphes et la query, tout simplement en prenant en fait, le produit scalaire entre la représentation de tous les paragraphes et la représentation de la query. Et donc enfin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder les documents qui ont le score le plus important entre la query et qui ont le score le plus important. Et donc ça, en fait, cette étape-là peut être faite notamment de manière très efficace avec une recherche de plus proches voisins approximative. Et donc notamment, ça peut être sous-linéaire par rapport au nombre de documents que l'on a dans l'index. Donc tout ça, c'est très bien, mais se pose la question de comment est-ce qu'on entraîne notre ou nos 2 modèles qui nous servent à embedder les documents et les queries.
Donc on peut faire ça utiliser un modèle existant, par exemple BERT, mais en pratique, ça ne marche malheureusement pas très bien. Et donc, en général, on est quand même obligé de faire une petite étape supervisée où on va avoir des paires de queries et des documents qui sont relevant pour cette query. Et en fait, on va apprendre, ce qu'on peut faire, c'est apprendre à maximiser du coup la valeur du dot product entre une query et le document correspondant, et au contraire à minimiser le dot product entre la query et des documents random de notre index. Le problème, c'est que annoter ce genre de données, c'est assez coûteux parce que obtenir des paires de documents comme ça, si on a des queries et un index avec des millions de documents, on n'a pas forcément envie de lire le million de documents pour trouver ceux qui sont relevant. Alors évidemment, on peut utiliser des techniques existantes telles que BM25 ou TF-IDF, etc. Mais dans ce cas-là, en fait, on va quand même avoir un gros biais qui est qu'on va passer potentiellement à côté de plein de documents relevant. Surface par ces retrievers non supervisés. Donc nous, ce qu'on a proposé, c'est à la place d'utiliser en fait l'information du LLM qui en fait va générer la réponse pour la tâche comme signal d'entraînement pour le retriever. Alors comment est-ce que ça marche ? Donc on va commencer par pour chaque query, on va commencer par un ensemble de documents qui peut venir d'un retriever complètement non supervisé comme BM25 ou comme BERT. On va entraîner un modèle qui, étant donné ces documents, va générer la réponse pour une query en particulier. Et après, on va se servir de ce modèle qu'on a entraîné pour donner un score à chaque document. Donc ce score, qu'est-ce que ça peut être ? Par exemple, si on utilise un modèle qui utilise de l'attention, et par exemple, on peut regarder le score d'attention sur chaque document et donc agréger si on a un modèle avec plusieurs layers, plusieurs heads, etc., agréger les scores d'attention sur tout ça sur le document, et ça va nous donner un score à quel point ce document en particulier est relevant. On peut aussi calculer la probabilité de la réponse conditionnée sur un document en particulier. Ça, c'est pareil, ça va nous dire à quel point ce document aide pour résoudre la tâche. Et ensuite, en fait, on itère, on entraîne le retriever avec ses scores, et on peut itérer en raffinant en fait notre set de documents et recommencer. Donc quelques résultats, et donc notamment ici, ce qui est intéressant de voir, c'est que la performance, donc toujours sur des tâches de question answering, augmente pas mal au cours des itérations de ce processus. La deuxième chose, c'est que quand on part d'un modèle, donc par exemple, si on part de BERT, donc comme je vous disais, qui est assez mauvais comme retriever, parce qu'on est à seulement 10% d'accuracy à peu près sur ces tâches quand on utilise ça comme retriever, on arrive quand même à avoir des performances assez intéressantes à la fin de ce processus. Un troisième challenge est pour les modèles de retrieval, c'est comment est-ce qu'on peut faire du pre-training et donc comment est-ce qu'on peut pré-entraîner ces modèles, à la fois le retriever et le reader de manière non supervisée. Donc, notamment, il y a une étape qui est quand même assez compliquée, qui est que recalculer l'index et donc réembedder tous les documents, c'est assez coûteux. Et donc, ça veut dire que si on a si on entraîne le retriever, eh bien, il faut mettre à jour l'index, donc recalculer les embeddings de tous les documents avec ce nouveau retriever. Et ça, si on a des millions de documents, ça peut être assez coûteux. Donc là, il y a des petits tricks d'entraînement qui peuvent être utilisés. Donc par exemple, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut garder le retriever
on peut garder l'index fixe, retrieve un peu plus de documents que ce dont on a besoin, re-ranker ces documents avec le nouveau retriever et utiliser ces documents. On peut aussi, pour le coup, comme je disais avant, dissocier le retriever, enfin le modèle qui sert pour la query et pour les documents. Et dans ce cas-là, on n'entraîne que le côté query, ce qui, pareil, nous évite d'avoir à réentraîner recalculer l'index tout fréquemment, de manière trop fréquente. Ensuite, pour les tâches de pré-entraînement, eh ben, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut considérer les tâches de pré-entraînement assez classiques, que ce soit Mask Language Modeling ou Language Modeling, et donc par exemple prendre le début du contexte comme query pour notre retriever, chercher des documents relevant et ensuite se servir de ça pour des documents qu'on est allé chercher pour résoudre cette tâche. Et donc ça, le fait de pré-entraîner le reader enfin le LLM et le retriever de manière non supervisée, ça aide pas mal dans les cas où on a assez peu d'exemples. Un point rapide sur le fait de réduire un peu la taille de ces systèmes, parce que l'index peut être assez important, et donc notamment si on a par exemple 20 millions de documents, 20 millions de paragraphes plutôt, ce qui correspond à peu près à Wikipédia, et qu'on calcule leur embedding avec BERT, et ben on va se retrouver avec 20 millions de vecteurs en dimension 768, donc c'est à peu près 80 gigas. Donc ça peut être un peu compliqué parfois de déployer ce genre de système. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Alors là, déjà, la première chose, c'est qu'on peut... on peut faire de la réduction de dimension sur les vecteurs, et donc par exemple diviser la taille des vecteurs par 3. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut on peut faire de la quantisation, et donc notamment de la quantisation vectorielle, par exemple avec quelque chose qui s'appelle Product Quantization, et donc qui va là pour le coup nous permettre de réduire significativement la dimension, parce qu'en général on va utiliser moins d'un byte par flottant, donc et j'y reviendrai un peu plus tard, mais nous, ce qu'on a observé, c'est que 4 bits suffisaient en général par flottant pour que ça marche bien. Et enfin, on peut faire un filtre rapide sur les documents qui nous paraissent pas très pertinents pour une tâche en particulier. Et donc, ce qu'on a observé, c'est qu'on va en gros utiliser ces différentes approches. C'était bien d'utiliser un mix de ces différentes approches pour obtenir les meilleures performances possibles. Et donc, notamment, en réduisant la dimension et en faisant de la quantisation, on pouvait globalement diviser la taille des index quasiment par 80 de mémoire, sans perdre trop en performance. Et pour conclure, quelques points sur les challenges qui existent toujours autour des modèles avec du retrieval. Donc, le premier, c'est que faire du joint pre-training, là, même si on peut avoir des tricks pour rendre le joint pre-training plus rapide, c'est quand même quelque chose qui coûte beaucoup plus cher que de faire un pre-training classique, type ce qui est fait pour GPT, par exemple, ou Llama, ou Mistral, etc. Et donc, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on fait cette petite étape de pre-training sur un modèle qui a déjà été pre-trained. Mais du coup, peut-être qu'en faisant ça, on se limite quand même un peu dans ce que le modèle est capable de faire. Un deuxième point, c'est quand faire le retrieval. Là, sur les tâches que j'ai présentées, c'est assez clair. En fait, on a intérêt à faire du retrieval à chaque query. Mais parfois, peut-être que... et donc, notamment au début de chaque query. Parfois, on aurait peut-être envie de le faire au milieu de la génération d'une réponse, etc. Donc, savoir quand faire appel au retrieval, c'est quelque chose qui est compliqué. Le deuxième, notamment, on peut avoir des cas où on aurait envie de faire plusieurs étapes de retrieval.
Et donc notamment, une fois qu'on a trouvé les premiers documents, peut-être se dire j'ai besoin de plus d'informations, et donc comment est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Et enfin, le dernier point, c'est est-ce qu'on peut... donc là, à chaque fois, on donne le texte comme input au modèle, et donc est-ce qu'on pourrait, au lieu de donner le texte, uniquement utiliser les représentations continues et ne même pas avoir besoin de stocker le texte? C'est tout pour aujourd'hui. Je suis ravi de prendre des questions s'il y en a, et un petit point sur le fait que nous recrutons chez Qtile à la fois des chercheurs et des ingénieurs. Donc n'hésitez pas à candidater. Est-ce qu'il y a des questions pour Édouard? Première question. Merci beaucoup pour la présentation. Je me demandais si la recherche à Qtile était donc essentiellement axée sur les LLM. Donc, enfin, j'ai l'impression que oui, mais est-ce qu'il y a aussi d'autres choses dans les projets, ou c'est exclusivement les LLM et les modèles multimodaux? Merci. Alors, pour le moment, on est principalement effectivement focus sur les LLM. Pourquoi? Parce qu'on est quand même une petite équipe pour le moment. On a pas mal de ressources, mais quand même beaucoup moins que des grands acteurs type OpenAI et DeepMind, Fair, etc. Mais on a envie de quand même d'être compétitif par rapport à ces acteurs. Donc en gros, on a décidé un peu de limiter le nombre de projets sur lesquels on travaillait en parallèle. Et donc c'est vrai que pour le moment, on fait principalement des LLM. Comme je le disais, à terme, on a pour ambition de travailler en gros sur tout ce qui est ce qui nous approcherait de faire des AI vraiment plus généralistes, quoi. Et donc ça veut probablement dire commencer à travailler sur d'autres types de technologies. Ça vient. Bonjour. Moi, je suis plutôt côté utilisateur de ce type de système. Et du coup, j'aimerais avoir ton opinion d'expert sur... tu vas finalement avoir une base documentaire, parce que c'est ça la question. Aujourd'hui, on a des systèmes de RAG qui vont être plus ou moins bons pour être évalués sur Truthful, Q&A. Donc en fait, aller chercher l'info hyper précise, 28 bis de la page machin. En pratique, ça couvre, à ton sens, tu vois, quel pourcentage des questions vont poser les gens? Parce que par exemple, en vrai, on a une base documentaire, peut-être que les gens ils veulent savoir exactement quand est née Marie Curie, mais peut-être qu'ils veulent savoir finalement quels étaient les 5 thèmes sur lesquels Marie Curie a travaillé, puis quels étaient les thèmes sur lesquels elle n'a pas travaillé, qui est par définition pas dans la base documentaire de ce qu'a fait Marie Curie. Oui, exactement. Et donc ça, c'est justement, je pense que c'est pour le moment, en gros, ce qui a été démontré, c'est que ces modèles étaient vraiment très performants quand la réponse, en gros, pouvait être trouvée dans un document, peut-être 2-3 documents, qu'il fallait faire des agrégations assez simples. Après, sur des questions plus complexes, où effectivement, il va falloir aller lire 5 articles scientifiques et faire des raisonnements complexes sur l'information qui est contenue dans tous ces documents, je pense que ça, pour le coup, c'est clairement encore une question ouverte. Et à mon avis, le gros de... Alors, je ne suis pas capable de donner un pourcentage de requêtes qui sont comme ça, mais je pense que là où il y a vraiment aujourd'hui potentiellement une énorme valeur ajoutée de ce genre de techniques, c'est justement de faire ça, c'est d'aller chercher de l'information, enfin d'agréger de l'information qui vient de plusieurs dizaines de documents de manière complexe et de générer une réponse qui soit cohérente. Ça, je pense qu'aujourd'hui, il y a plusieurs challenges à cela. Le premier, d'abord, ça va encore une fois être, pour ce genre de requête, en général, ce qui va se passer, c'est qu'on va aller récupérer un premier ensemble de documents. Ça va nous permettre de raffiner un peu justement
qu'est-ce qu'il faut aller chercher pour pouvoir faire une deuxième requête, troisième requête, etc. Donc ça, ce concept de faire, de raffiner en gros les documents qu'on utilise, c'est quelque chose qui a un petit peu qui a déjà été exploré en recherche, mais je pense qu'il en est encore à ses débuts. Le deuxième point, c'est que je pense qu'il faut aussi beaucoup améliorer la qualité des LLM qui derrière va traiter ces documents. Et parce que, à nouveau, là, on commence à avoir l'émergence de modèles qui sont capables de traiter des contextes assez longs, donc que ce soit GPT-4, Claude, etc. Mais je pense qu'on est vraiment au tout début et qu'il y a encore beaucoup d'améliorations qui peuvent être faites de ce point de vue-là, notamment pour faire des raisonnements assez complexes. Et donc là, par exemple, sur Twitter, on voit souvent cette évaluation de needle in a haystack pour les grands contextes, qui est quelque chose pour moi qui n'est pas très pertinent parce que dans la plupart des cas, on veut faire des tâches qui sont beaucoup plus complexes que ça, où on va avoir de l'information qui est dans l'intégralité du contexte. Et ça, je pense que les modèles en fait sont assez loin d'être capables de faire ça correctement. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Vous avez évoqué, pour commencer en propos liminaire, la vocation de démocratisation en fait, de votre travail. Et ma question porte sur les modalités de partenariat que vous avez avec le privé notamment et les domaines applicatifs, puisque ce que vous avez évoqué, notamment sur le multimodal, engage un très grand nombre de champs possibles dans l'entrepreneuriat. Et vous vous doutez que ma question est légèrement intéressée. Alors, les modalités, pour le moment, on n'a pas vraiment de modalités spécifiques. Nous, le but, ça va vraiment être de partager en fait, tout ce qu'on fait via de l'open source, notamment, donc de publier des modèles, mais aussi tous les outils qui permettront après à n'importe qui, que ce soit des entreprises ou des particuliers d'utiliser ces modèles. Et donc voilà, après, sur le fait de développer des partenariats particuliers avec des acteurs privés, on n'a pas encore décidé quelle forme ça prendrait. Je pense que on est un peu tôt pour... Je pense à ça parce qu'il y a nous, on travaille sur des sujets d'éducation et notamment on est la société Plume, on est la société la seule au monde qui dispose d'autant d'écrits d'enfants. Et il y a des particularités en fait dans les corpus que vous allez adresser. Et nous en fait, comme on collecte depuis 4 ans des écrits d'enfants en les taguant avec des caractéristiques hyper précises d'IA, on fait tourner nos modèles dessus. Il y a un intérêt de recherche qui porte sur les corpus en réalité. Oui, tout à fait, ouais. Et alors sur ce point parce que du coup, j'imagine que c'est des données que vous voulez pas non plus publier et donner à n'importe qui. Enfin, par définition, des données d'enfants, elles sont sensibles. Ouais. Voilà. Donc en fait, il faut les anonymiser de telle sorte qu'elles ne puissent pas être reconnues, etc. Alors ça, pour être tout à fait franc, on n'a pas encore exactement défini comment est-ce que... Je pense que ce sera vraiment au cas par cas de développer des partenariats, mais on est complètement ouvert à notamment développer des modèles sur des données qui du coup parfois limiteront peut-être aussi du coup ce que nous derrière on peut faire avec ces modèles. Mais du coup voilà, ce sera vraiment au cas par cas en fonction des intérêts de chacun. Une dernière question, s'il y en a une. Ouais. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. J'ai une question plus par rapport à votre ambition extrêmement louable de vouloir faire de l'open source. Il y a une autre boîte, OpenAI, qui voulait faire la même chose et qui a arrêté de faire la même chose. Est-ce que vous, dans votre gouvernance, vous avez mis en place des choses pour éviter de suivre la trajectoire OpenAI ?
Alors déjà, je pense que le statut de fondation rendrait beaucoup plus compliqué de faire ce qu'a fait OpenAI. Et donc je pense qu'aujourd'hui, c'est ce que le choix d'être une fondation fait partie de cette, enfin va dans cette direction sur le fait de pas pouvoir en fait le faire, même si il nous en venait l'idée un jour. Et donc voilà. Eh ben, merci beaucoup Édouard de ta présentation. Merci à tous. Et merci pour l'invitation. Et on accueille Damien et Jean-Baptiste de Scaleway. Bonjour à toutes et à tous. Je pense que Jean-Baptiste me rejoindra après. Il me donnera un coup de main sur la partie un peu plus technique. Je vais commencer par vous donner quelques éléments un petit peu sur le positionnement de Scaleway et sur le challenge que ça représente. Le temps, voilà, que ça démarre. Donc, Scaleway, c'est, comme le disait Aude tout à l'heure, la filiale cloud public du groupe Iliad. J'ai rejoint Scaleway en tant que directeur général il y a à peu près un an, un tout petit peu moins d'un an. Et quand Aude m'a recruté, elle m'a donné une mission finalement assez simple. Elle m'a dit, l'ambition, c'est de construire un acteur européenne. Et dans cette feuille de route, en numéro 1, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve les questions de sécurité. Cybersécurité, mais pas que. On va dire les questions de sécurité, sécurité de la donnée, sécurité des process, etc. etc. En numéro 2, et c'est rassurant, on trouve le principe du move to cloud, et donc le fait de, globalement, aujourd'hui, si on regarde le marché européen, cette stratégie de move to cloud, elle est probablement un peu en retard par rapport au marché américain. En tout cas, il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour quitter le monde du on-prem pour aller de plus en plus dans le monde du cloud. Et en troisième position, ce qu'on trouvait au passé, c'était la partie Green IT. Comment faire en sorte que l'IT soit un peu plus verte? Comment est-ce que faire en sorte de décarboner un petit peu tous ces serveurs qui consomment massivement de l'électricité et qui sont réputés relativement polluants. Sauf que l'équation a changé. Et aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'est que dans la feuille de route, arrive avant le green l'adoption de l'AI. L'adoption de l'AI, soit en tant que business, soit l'adoption de l'AI pour optimiser les différents process. Mais de toute façon, l'adoption de l'AI est dans la feuille de route aujourd'hui à peu près de tous les DSI en Europe. Et donc, si on regarde ce que ça veut dire en termes d'ambition pour construire un cloud européen, et bien finalement, ça veut dire que notre proposition de valeur dans ce contexte-là, ça doit être une proposition de valeur de proposer non seulement l'infrastructure cloud traditionnelle, mais aussi l'infrastructure cloud spécifique à l'AI, avec tous les services associés, de manière sécure, donc, avec toute la sécurité associée, et en étant capable de fiabiliser aussi pour les clients, y compris les clients les plus demandants en Europe. Alors, en quelques mots, fiabiliser et sécuriser l'infrastructure et la data. L'infrastructure, en ayant une infrastructure suffisamment redondée, avec les workflows qu'on connaît aujourd'hui, tous les principes de redondance d'un cloud qui soit bien fait, avec différentes AZ suffisamment éloignées les unes des autres. Par exemple, pour éviter qu'un incendie touche 2 AZ en un seul incendie, ce qui est quand même un petit peu dommage en termes d'architecture, mais aussi en regardant les problématiques de latence qu'on peut avoir si on éloigne trop les différentes AZ d'un cloud provider. C'est aussi avoir des équipes de cybersécurité, et on ne s'en rend pas compte, hein, mais chez un cloud provider,
La cybersécurité, c'est extrêmement important. Le nombre d'attaques est extrêmement important. Le nombre d'attaques ciblées est extrêmement important. Et on est en relation constante avec les différents services pour être capable d'analyser les différentes attaques qui ont lieu tous les jours sur les clouds. Et dans la sécurité de la donnée, dans un contexte géopolitique comme celui qui est le nôtre en ce moment, l'immunité aux lois extraterritoriales devient un véritable enjeu. Et donc, aujourd'hui, ça fait partie de la proposition de valeur, et se dire, on va reconstruire un cloud et on va le reconstruire from scratch. On ne va pas prendre une stack de VMware, une stack de IBM Red Hat, une stack de Google ou une stack d'AWS. On va reconstruire un cloud from scratch, de manière à être parfaitement immune aux lois extraterritoriales, avec un actionnaire 100% français, avec du développement 100% en France, avec des data centers exclusivement en Europe, avec toutes les protections nécessaires de ce point de vue-là. Donc ça, c'est sur la sécurité et la fiabilité. Le deuxième morceau, c'est avoir un cloud qui soit green. Un cloud qui soit green, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut regarder comment on construit les data centers, évidemment. On fait des choses assez incroyables. À Paris, on arrive à héberger, y compris les machines les plus énergivores, dans des data centers où il n'y a pas de clim. C'est assez génial, mais finalement, ce sont des principes qui remontent à très très longtemps dans l'histoire, qu'on met en application et qui permettent d'être extrêmement efficaces. Ça veut aussi dire étendre la durée de vie des serveurs, évidemment, mais ça nécessite de se creuser un peu les méninges pour y arriver. Moyennant quoi, on arrive à avoir une vraie proposition de valeur autour d'un cloud qui soit plus green que les autres, et beaucoup plus green par rapport au déploiement on-prem qu'on peut connaître. Et puis le troisième morceau de la proposition de valeur, et c'est la raison pour laquelle on est là aujourd'hui, c'est l'adoption de l'AI. Et donc l'adoption de l'AI, ça demande finalement être un cloud qui permette l'adoption de l'AI à ses clients, ça demande un certain nombre d'enjeux. Un, il faut se faire connaître. Alors se faire connaître, on avait notamment cet événement et Apples, que certains d'entre vous ont suivi, j'en suis sûr, au mois de novembre l'année dernière. Et j'en profite pour vous donner rendez-vous au mois de novembre de cette année, le 7 novembre de cette année, pour la nouvelle édition de cet événement. C'est l'occasion d'annoncer un certain nombre de choses, des nouveautés en Europe, etc., etc. Mais le point qui reste probablement le plus critique, c'est l'accès aux GPU. Vous le savez, les GPU ils sont rares. Y avoir accès, aujourd'hui, c'est une vraie problématique. Or, une partie de la proposition de valeur de Scaleway, c'est justement de donner accès à des GPU qui soient en Europe, hostés dans un cloud souverain européen. Donc pour ça, on a mis en place un partenariat stratégique avec NVIDIA qui nous permet aujourd'hui d'avoir une allocation prioritaire de GPU. En plus, on a un peu de chance. Pour une fois, on a l'autorité de la concurrence qui nous aide, puisque il y a un petit peu de pression aujourd'hui sur NVIDIA pour que NVIDIA livre des GPU ailleurs que uniquement aux États-Unis. Et donc, quitte à en livrer ailleurs qu'aux États-Unis, vu que visiblement, ils ne veulent pas trop en livrer ni en Chine, ni au Moyen-Orient, ni, il reste l'Europe, c'est bien, et il reste le partenaire européen, Scaleway, c'est encore mieux. Donc ça nous donne quelque part un positionnement qui nous permette finalement d'accéder à nos ambitions. Mais il y a un autre challenge. Il y a un autre challenge qui fait réfléchir. C'est quand on regarde le coût d'un supercalculateur, le coût d'un cluster d'entraînement, il y a une composante qui est absolument critique, c'est l'électricité. Parce que les GPU, aujourd'hui, avec le design d'NVIDIA, ils consomment énormément d'électricité. Et on en revient à des questions un peu plus politiques de la gestion énergétique de ces dernières années. Et aujourd'hui, le coût de l'électricité en France n'est pas forcément très compétitif par rapport à d'autres pays. Et un des enjeux, et j'en suis persuadé, de la réussite dans les prochaines années de toute l'aventure de l'AI en France, c'est de retrouver ce niveau de compétitivité sur l'électricité de manière à pouvoir faire tourner la puissance de calcul nécessaire. Donc voilà quelques mots. Mais il y a un élément évidemment encore plus critique, c'est que l'AI c'est extrêmement technique. Il faut être capable d'exécuter tous les projets, d'accompagner nos clients. Et comme l'AI c'est très technique, je vais demander à mon CTO de venir vous présenter la partie un peu plus technique pour être sûr de ne pas être débordé de mon côté.
Merci à tous. Tu me fais... Salut. Bonjour, je m'appelle JB. Il y a des gens qui me connaissent parce que j'ai fait beaucoup d'open source. Et je parle de vrai open source, pas de l'open source de l'AI où on donne juste les poids des modèles. Je vais vous parler de la partie un peu moins rigolote de l'AI qui est de l'autre côté quand il faut vraiment faire tourner les choses. Bon, très rapidement, il y a plein de steps, et c'est vrai qu'en ce moment, on s'occupe surtout du dernier step, qui est la partie intéressante, qui est la partie qu'on fait avec Hugging Face, avec de l'inférence, etc. Mais avant, il y a beaucoup de choses, et il y a beaucoup de choses à construire au niveau du cloud provider, et ça va directement au début, il faut avoir des données, parce que si on n'a pas des bonnes données, c'est compliqué pour faire avancer, quoi. Alors, aujourd'hui, Scaleway, on aimerait bien être au centre, avec GCP, AWS, Azure et tout ça. De fait, on n'y est pas encore. On est bien mieux placé et on est beaucoup plus un cloud provider que d'autres hosters. Mais on a beaucoup de chemin à faire. Et le problème, c'est que pour monter dans la chaîne de valeur et puis pour se rapprocher plus vraiment pour de l'AI, il faut beaucoup de gens. Et aujourd'hui, on n'est pas assez. Et pour avoir plus de gens, il faut avoir plus d'argent. Et pour plus d'argent, il faut plus de clients. Et donc, il faut que les Français ils utilisent aussi les infrastructures de Scaleway. Mais surtout, en fait, même juste dans les AI, même juste ici, en fait, on a plein de types de clients assez différents et qui n'ont pas besoin des mêmes choses. Et en particulier, pour nous, on a deux gros blocs. Le premier bloc, c'est ce qu'on appelle les AI builders. Donc là, vous mettez toutes les startups qui ont levé plusieurs centaines de millions, les fondations qui ont levé des centaines de millions. Et puis de l'autre côté, c'est toutes les petites startups qui ont levé que 2-3 millions ou seulement 10 millions. Non, ils sont petits. Enfin, je veux dire, en dessous de 200 millions, quand même, bon, on rentre pas dans... On rentre pas. Pardon, excusez-moi. Bref, les gens qui construisent des LLM, les gens qui les consomment, pour certaines verticales. Et en fait, c'est comme ce qu'a dit Damien, c'est un petit peu compliqué parce que aujourd'hui, j'ai besoin de 4 gros types de produits qui ne sont pas du tout les mêmes. Le premier, c'est ce qu'on appelle des supercalculateurs, des HPC. Moi, j'ai bossé à la direction des applications militaires il y a 18 ans, c'était sur Terra-100, c'est ce qu'on utilise pour faire la simulation nucléaire. On utilise exactement la même chose. C'est les énormes calculateurs, sauf qu'au lieu de calculer le nombre de CPU, on compte le nombre de H100. Et donc là, on parle en pétaflop, hexaflop. Normalement, le plus gros calculateur qu'on a chez Scaleway, si on le rentrait dans le top 500, je pense qu'on serait 18, 19 au monde. Et c'est clairement pas le plus gros qu'on pourrait déployer. On pourrait déployer plus si on avait plus d'argent. Ensuite, y a des GPU toutes classiques. Je veux dire, toutes classiques, donc ça veut dire finalement ce que vous utilisez, quoi. Donc des 3070, des 4070, et vous les consommez de plein de façons différentes. Et franchement, plein de gens l'utilisent de façon différente, même dans les startups AI. Vraiment, il y a des gens, ils veulent du classique, du bare metal. J'arrive, je gère ma machine, je vais faire des entraînements, je vais avoir 2, 3, 4 GPU, et ça me suffit. Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a quand même, et notamment des gens un peu vieux comme moi, là, qui sont habitués quand même à bien quand même connecter directement à sa machine. Après, vraiment, il y a tout ce qu'on appelle instance. Donc ça, c'est vraiment le gros du marché. C'est les gens qui prennent des VM, et donc notamment avec une consommation à l'heure. J'arrive, je prends une H100 pendant 1 heure. Ça coûte pas cher. Seulement 4 € l'heure. Non, c'est pas vrai, je vais me faire gronder par Dorine juste là. Si vous achetez pour plus longtemps, on vous fait des prix. On voit quand même des gens qui touchent un petit peu au conteneur, mais en fait assez peu. Bizarrement, et pour plein de raisons techniques, et on va en parler juste après, pas trop. Et puis des gens qui consomment vraiment du GPU en serverless, et ça, il y en a pas mal. En fait, ça c'est vraiment ce dont on parle tout le temps, c'est Nvidia, c'est plein d'argent. Mais ce dont on oublie, c'est un peu les deux autres parties qui sont assez compliquées. La première partie, c'est tout ce qu'on appelle, ce que j'appelais data collection. Donc là, c'est vraiment ce qu'on appelle DataOps, MLOps. Mais grosso modo, où avant on appelait ça Big Data. Alors maintenant, c'est has-been, Big Data. Je ne sais pas trop quand est-ce que c'est devenu has-been. Mais donc là, il y a beaucoup de sujets. Il y a beaucoup de sujets de stockage. Et les sujets de stockage et de Big Data, en fait, ils sont vraiment pas simples. Et en France, il n'y a pas d'offre correcte. Je suis désolé, j'essaye de la construire. Promis, Damien, Q2, on y croit. Mais en fait, il y a BigQuery. Et BigQuery est à côté, et AWS, quoi. Et même Azure, galère, quoi. Parce que c'est très compliqué, parce que c'est des file system distribués. Pour ceux qui ont fait un peu de file system distribué, vous allez vite voir comment c'est... franchement,
Ouais, 1 pétabyte, ça va. Au-delà, ça devient compliqué, quoi. Deux semaines. J'exagère même pas. Hein. Je veux dire, si vous suivez Hacker News, c'est bien tous les 2 semaines. Et puis surtout, j'ai beaucoup de gens qui font vraiment de la data science, qui font vraiment de la recherche, et eux, ils ont besoin du notebook parce qu'eux, ils vont pas aller faire du Python directement et du CUDA. Voilà, donc j'ai besoin un peu de tout ça. Ça clique plus. Ouais, alors là... Bon, oups, pardon. Hop, pardon. Hop, ça y est, j'arrive, excusez-moi. Voilà. Nous, on a des supercalculateurs, ils sont géniaux. On parle vraiment, ouais, on est en milliers de pétaflops, alors ça fait vraiment beaucoup. Et finalement, on se rend compte que c'est pas grand-chose, c'est que 1000 GPU. GPU, bon, à part le fait que ça consomme 1 mégawatt, 1,2 mégawatt, donc on en parlait tout à l'heure, hein, les problématiques de l'électricité, c'est vraiment important. Et surtout, c'est que de la chaleur hein, qui ressort de l'autre côté. Hein. Un petit peu de rayonnement, mais on est quand même globalement sur la chaleur, il faut le sortir. C'est pourquoi on a plein de types de GPU différents et à quoi ça sert. Et ça, en fait, vous allez l'utiliser parce que quand vous allez consommer du Scaleway ou des concurrents, il ne faut pas, mais ça va vous arriver. C'est à quoi ça sert. Pourquoi on a plein de trucs. Alors, le premier, en fait, c'est les L4. Les L4, c'est vraiment fait pour faire de l'inférence et notamment, il y a beaucoup de Tensor Core, donc c'est vraiment tout ce qui est graphique, computer vision, tout ce que j'aime bien dans la vidéo. Donc, si vous avez des trucs d'inférence, ça, c'est pas mal. Le L40S, à mon avis, celui qui va le mieux marcher, c'est le GPU à tout faire. Vraiment. C'est vraiment. Il y a du Tensor Core, il y a plein d'autres trucs, donc ça fait bien de l'inférence, ça fait bien de la computer vision, ça fait bien de l'entraînement, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que le même clustering que le H100, ça fonctionne, le clustering fonctionne de la même façon. Donc vous pouvez vous faire des super pods, des mini pods, et mettre plein de L40S. Ça va très bien se vendre. Et puis, donc les H100, bon, le truc. Il faut savoir que dire une H100, ça ne veut rien dire, parce qu'en fait, ce qui est important, c'est comment c'est connecté. Donc là, par exemple, celles qui sont importantes, c'est celles qui sont connectées en PCI Express. C'est lent, le PCI Express. Oui, c'est vrai, là, on est dans un mode où c'est lent, quoi. C'est comme parler, notre network, il a 800 gigabits seconde, c'est trop lent. Donc ça, c'est bien pour faire de l'inférence, mais ce qui est intéressant, c'est tout ce qui est en NVLink, tout ce qui est ce qu'on appelle parfois SXM, et que vous utilisez dans les superpods. Donc c'est pour faire vraiment des très gros modèles. Gros entraînements, c'est comme ça que Mistral, Qtile, j'imagine OpenAI travaillent. Important dans les H100, c'est qu'il y a souvent on vous donne 2 noms barbares, il y en a un qui s'appelle DGX et HGX. Bon, grosso modo, il y en a un qui est construit par Nvidia, donc vous payez plus cher, et l'autre. Réseau, c'est la partie la plus compliquée.
Et d'ailleurs, au niveau câblage, c'est là où on se rend compte qu'il n'y a pas grand monde qui arrive quand même à les brancher correctement. La GH200, c'est les nouvelles. Elles sont hyper intéressantes pour une chose, c'est vraiment fait que pour faire de l'inférence, mais c'est qu'elle a un vrai partage mémoire entre le CPU et le GPU. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire des pré-traitements sur le CPU et le partager en shared memory, évidemment en GDDR5, avec le GPU. Donc pour des sujets qui sont vraiment que de l'inférence, c'est assez intéressant. C'est là où vous aurez les meilleurs résultats. Bon, ça, c'est les choses un peu plus techniques, mais c'est vrai que les H100, il y a quelques années, en fait, avant les LLM, même pour les trucs d'IA, c'était pas très grave. Maintenant, on est clairement memory bound, et c'est pour ça que les H100, ça coûte très cher, et que vous pouvez plus utiliser vos GeForce ou vos Quadro pour les loads d'IA aujourd'hui, parce qu'il faut vraiment beaucoup de mémoire, et là, il faut un contrôleur mémoire spécifique. Je vérifie quand même le temps, parce que sinon je vais me faire gronder. Ça va? Je suis pas trop... Ouais, c'est bon. C'est la galère. De l'autre côté, c'est la galère. Franchement, c'est... Rien n'est prêt. Et c'est même pas nous, hein. C'est-à-dire que même nous, on a des liens en direct avec NVIDIA, il n'y a rien qui est prêt. Tout est custom. Franchement, j'ai l'impression qu'ils sont réveillés donc, il y a 3-4 ans, on fait « Waouh, tout le monde veut faire des LLM, il faut qu'on se dépêche ». Et là, donc, on a hacké plein de code. J'ai vraiment l'impression de me retrouver avec ce qu'on faisait il y a 15 ans en OpenMP, en MPI, à la mano. Donc le soft, c'est cata. Le déploiement, on n'en parle même pas. Ouais. 64 GPU, c'est facile. Au-delà, c'est infernal. En particulier parce que le réseau, la topologie réseau qui marche jusqu'à 64 GPU, elle ne marche pas au-delà. Donc il faut vraiment le faire. Et donc ça devient très compliqué. Et puis surtout, ça casse tout le temps. Hein, le contrat de support, il est assez costaud parce que grosso modo, toutes les semaines, on perd un GPU. Ça va toutes les semaines? Ok. Je t'embauche en data center, on a des positions ouvertes en data center. Et en particulier, une des raisons pour laquelle NVIDIA fait confiance à Scaleway, c'est qu'ils ont essayé avec d'autres providers qui cramaient tout. Parce qu'en fait, vraiment, on est à la limite de tout. On est à la limite, on peut faire 400 watts en PCI Express? Ok, 399,9. Et puis en contenu, et en 24/7. Donc évidemment, en plus, il faut en produire plein, c'est des gros chips, le yield de TSMC est catastrophique, donc on a vraiment beaucoup de crash. Je suis désolé pour les gens de QTI, je sais que c'est aussi difficile pour eux. Mais donc en fait, il faut vraiment travailler sur le fait que il y a un mode opératoire qui est compliqué sur le hardware, et puis il faut que tout ça, évidemment, converge tout seul. Donc en théorie, il y a plein de trucs qui font que ça converge, et parfois ça ne converge pas, et donc il faut courir derrière. Alors, le monde du cloud a décidé que Kubernetes, c'était la solution à tous les problèmes. Je ne vais pas trop commenter là-dessus parce que je vais être vraiment désagréable, et ce n'est pas le but, mais le Kubernetes n'est pas fait pour faire de l'AI. Mais genre, pas du tout. En particulier parce que l'orchestrateur, le scheduler de job, il est vraiment pas fait pour ça. Il est beaucoup trop lent et surtout, il n'est pas assez intelligent par rapport à la gestion de mémoire. Donc on utilise un truc qui s'appelle Slurm, qui est un truc qui sort de SunGrid Engine, donc qui a 25 ans. Et puis on s'est mis à rallumer ce truc-là. Évidemment, ça a beaucoup de mal. Donc c'est très difficile à utiliser. On n'a quasiment aucun dev, aucun SRE qui sait gérer ça. Et puis, c'est un truc qui est fait pour... Voilà, c'est ce dont je parle. En fait, vraiment, le scheduling de cube. Alors,
Il y a 6 ans, il y a des gens qui ont dit qu'ils allaient faire un nouveau scheduling pour Cube qui allait marcher. Depuis, on est à 5 systèmes de scheduling, il n'y en a pas un seul qui marche. Le seul truc qui marche, c'est de faire du Cube pour vers du Slum, pour du Cube. Il y a le CNCF, donc aujourd'hui c'était la KubeCon. C'est pour ça que j'ai été un peu à l'arrache, je suis désolé. Mais on est en train vraiment de travailler, et en tout cas Scaleway est en train de s'impliquer là-dedans pour voir comment on fait un peu mieux. Ça, c'est sur la partie entraînement et gros supercalculateur. L'inférence aussi, c'est pas simple. Bah oui, ça serait pas rigolo. Grosso modo, en fait, il faut faire de l'adaptation pour chacun des modèles et parfois chacun du matériel. Le travail sur la quantification est évidemment nécessaire à chaque fois, donc bah, ça reprend du temps. Et puis, en fonction du hardware, on a plein de trade-offs sur le time to first token ou time between token ou cost of token. Il y a Watt milliards de frameworks différents, tous sont mieux que les autres, que ce soit VLLM, NNX, Triton, ce que vous voulez. Alors chez Scaleway, en ce moment, on a une version d'inférence as a service qui est basée sur Triton, mais pour le moment, il n'y a pas vraiment de gagnant sur le marché et c'est pas du tout clair qui va gagner. Si jamais vous savez, je veux bien l'info comme ça pourra m'aider. Voilà, donc finalement, c'est vrai que l'enfer du décor, bah, il n'est pas forcément très rigolo, mais c'est pour ça que vous pouvez appeler des spécialistes. Bon, ils sont bientôt très très spécialistes, Scaleway. Un petit peu on va parler un peu de données. Je vois un peu trop de gens dans les AI qui arrivent et qui font « ouais, je vais faire un nouvel LLM, etc. » Puis se rendre compte que en fait, la difficulté, c'est aussi des données et d'y accéder correctement. Parfois de façon sécurisée, et notamment si jamais on fait des trucs genre le Health Data Hub ou d'autres, vérifier que les données, elles ne peuvent pas sortir. Et là, c'est encore pire, parce que ce que je vous ai raconté avant, c'était bien. Là, c'est absolument... il y a plusieurs papiers qui en parlent. C'est vraiment... Il y a une dette technique monstrueuse, et notamment sur tous les papiers de recherche, ils font des trucs et puis personne n'arrive à reproduire. Récupérer des données... J'ai écrit trop petit, je suis désolé. C'est assez difficile, et surtout, il y a plein de types de données, que ce soit du texte, que ce soit de la vidéo. Et donc, en fait, on se rend compte qu'on a besoin de plein d'outils, qu'on appelle soit DataOps, MLOps, tout ce qui est autour de scikit-learn, tout ce qui est de données scientifiques. Et il y a encore plus de sujets, et juste, si jamais vous lancez votre prochaine startup DI qui va lever 200 millions, je vous promets, vous allez vite avoir besoin de beaucoup d'outils, et donc c'est un peu compliqué. Et puis de notre côté, c'est ce dont on parle, il faut beaucoup de types de stockage différents, du call, du large, du file, etc. Un petit exemple de tous les acteurs que vous avez directement de la partie capture, vraiment à ce qu'on a avant appelé le E de ETL, quoi, jusqu'au train. En fait, il y a vraiment beaucoup de choses. Du Redshift, évidemment, du BigQuery, du Snowflake, évidemment beaucoup de choses autour d'Apache Spark, Airflow qui est partout, un peu partout. Et puis, à la fin, vous voulez faire du Jupyter Notebook ou du Tableau, quoi. Donc, tout ça, en fait, c'est très compliqué. Et nous, en tout cas, avec un cloud provider qui malheureusement encore est trop petit, mais bientôt on aura assez de gens, c'est difficile de faire tout ça. Alors, nous, on va quand même faire des trucs. On en fait. On a plein de choses sur le stockage qui arrive, donc tout ce qu'on appelait avant Big Data, notamment tout ce qui est Data Warehouse, Data Lake. On espère d'avoir vraiment un truc qui peut arriver à faire presque aussi bien que BigQuery, on y croit. Ça arrive en Q2, Q3. On a tout ce qui est sur les data pipelines, donc du Spark as a Service, du Airbyte, du Airflow, déploiement Mongo et plein d'autres types de DB. Et puis un énorme travail sur tout ce qui va être registry, que ce soit des registries de modèles, des registries de données, des registries de pipeline, pour que vous puissiez, marketplace, pour que vous puissiez avoir d'autres personnes qui fassent une vraie écosystème autour de Scaleway. On va avoir, j'en ai déjà un peu parlé, de l'inférence as a service, pour avoir plein de modèles sur lesquels vous allez pouvoir jouer directement en tant que consommateur et bientôt les nouveaux modèles faits par Qtile. Et puis des Jupyter Notebook as a Service, de l'inférence as a Service, du modèle registry, enfin tous ceux que, en tant qu'utilisateur, vous attendez. Normalement, on fait tout ça dans l'année. Je suis assez optimiste là-dessus. Moi, je pense que ça va le faire. Voilà, j'ai déjà parlé trop, je crois. Je prends toute question. Ah non, 19 minutes, ça va. Je vous remercie beaucoup. Des questions pour Damien ou JB? Bonsoir. Philippe Huberdeau, ton avis sur le LPU de Grok, qui ont beaucoup communiqué sur l'inférence?
Est-ce que je peux tester? Pour le moment, j'ai pas d'avis. Et je vais essayer d'éviter d'avoir des avis sur des trucs que j'ai pas testés. J'aime bien tester. Mais je pense que, en fait, plus largement, il y a beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses qui vont changer. Parce que, je vais le dire différemment, il y a 3 ans, personne ne savait que ça existait, les LLM. Alors que franchement, les papiers, ils étaient là. Moi, je m'attends à beaucoup de choses qui vont arriver. Et je pense qu'on peut faire beaucoup mieux que ce qu'on a aujourd'hui. Au niveau hardware, un peu aller casser ce que fait Nvidia. Alors, c'est des partenaires, donc je ne l'ai pas dit, hein, c'est mal, etc. Mais enfin, c'est pas normal qu'on ait une hégémonie comme ça. Alors, c'est normal parce qu'ils ont été très malins, mais c'est pas normal. Donc, j'espère qu'il y a beaucoup de changements qui vont arriver là. Mais surtout, en fait, il y a beaucoup trop de gens qui ont oublié qu'un hardware, ça ne suffit pas sans du logiciel. Et notamment Intel et AMD ou ARM, ça serait bien qu'ils comprennent. Mais aujourd'hui, il faut consommer tout ça, quoi. Et la raison, c'est parce que aujourd'hui, tout est basé sur CUDA, quoi. Donc, pour le moment, j'aimerais bien qu'il y ait plein d'alternatives, que ce soit du hardware, du soft, de l'inférence, des nouveaux modèles. Et pour le moment, j'aimerais bien tester, quoi. Et ça va prendre du temps. Et il y a quand même des gens qui sont très en avance. Et l'Europe, on est quand même pas en avance. Il y a une question par là, je ne sais plus. Oui, bonsoir, Nicolas Godmet, je suis Chief Officer du groupe WinePoint. C'est nous qui avons accueilli la dernière conférence XIA. On serait très intéressé pour échanger sur QType parce qu'on a notre propre labo conjoint avec Télécom Paris, mais on aura peut-être l'occasion d'en discuter tout à l'heure. Et concernant Scaleway, moi je suis hyper intéressé parce que j'ai des clients qui sont attentifs à utiliser plutôt l'écosystème français et aux questions de souveraineté. J'ai des produits que j'aimerais bien développer sur un cloud français. Et ma première question, et j'ai vu que dans la roadmap, il y avait du modèle de service. Aujourd'hui, il y a quoi? Et par exemple, Mistral Large as a Service qu'on a sur Azure, quand est-ce qu'on l'a sur Scaleway? Alors, en vrai, si tu veux signer un NDA et faire un test, le mois prochain, tu testes. Nous, l'inférence as a Service, le produit, il est en alpha. Voilà. Le but, c'est que ce soit bêta en Q2 et General Availability. On va les modèles un par un. Donc, si la question elle est là tout de suite, vas-y, on parle, on se fait le truc et on teste ensemble. C'est basé... Mais évidemment, ça va être long, quoi. Le problème, c'est que... faut être honnête, quoi. On est encore très loin, quoi. Ce qui serait bien, c'est qu'on soit les premiers. J'aimerais bien dire qu'on est quasiment les premiers de la 2e division, mais ce serait bien qu'on passe en division 1, quoi. Et c'est un peu ça l'objectif. Et comment on accélère? Et il y a des problèmes techniques, mais il y a des problèmes d'organisation qui sont compliqués, et puis des problèmes financiers. Je veux dire, voilà. Mais s'il y a des gens, et ça c'est vrai pour tout le monde, s'il y a des gens qui veulent expérimenter, surtout dans des groupes un peu plus petits où on est en mode confiance, mais on y va, quoi. Moi j'ai des gens, ils sont motivés. Use case, ça veut dire que vous aussi vous vérifiez qu'il y a des bugs, quoi. En même temps, j'ai fait pas mal de trucs en AI sur Azure, c'était aussi plein buggé. C'est pas grave. Ça répond à ta question? D'autres questions? Vas-y. Merci pour la présentation. J'ai vu dans un rapport de AdWordspace, en fait, dans un projet de deep learning, le coût d'entraînement d'un modèle, c'est seulement 10%. 90%, c'est sur l'inférence du modèle sur long terme, par exemple. Et du coup, je voulais savoir si est-ce que, par exemple, développer des puces applications spécifiques comme TPU de Google ou Inferentia de AWS fait partie de votre roadmap ou stratégie? Alors, j'aimerais bien te dire que oui, mais je pense que c'est trop cher pour nous. On n'est pas du tout à la taille où on est capable de faire ça. Parce que là, on parle au moins 1 ordre de grandeur de financement, voire 2 ans de grandeur de financement trop important pour nous. Moi, j'ai peur des chips. Moi, j'ai fait beaucoup de FPGA dans le passé. Je suis passé par ST Microelectronics, j'ai fait des FPGA. J'ai très peur, en fait, que le temps que tu fasses une puce, ton lead time, il est à 48 mois. Tu arrives, c'est trop tard, quoi. Et tu vois, par exemple, les TPU de Google, ils achètent quand même beaucoup de GPU Nvidia, quand même. Non, mais c'est vrai, quoi. Et puis, tu vois, l'écosystème CUDA, il commence à... Moi quand j'étais... l'écosystème CUDA, il date quand même d'il y a maintenant 15 ans, quoi.
Ils ont commencé il y a 15 ans. Donc, voilà. Mais faire des... Alors, oui, c'est une bonne idée. Je suis sûr que c'est une bonne idée. Mais pour le moment, c'est hors de portée pour Scaleway et pour qui que ce soit en Europe. D'autres questions? Et pas peur, hein, je mange pas. Hein. Enfin, si je mange, mais pas des humains, je veux dire. Ouf. Une question un peu en lien avec la question qui vient d'être posée. Vous ne faites pas de puces, mais on voit que il y a des infrastructures qui sont renouvelées assez fréquemment. On ne sait pas trop ce que va être la demande sur le long terme de ces IA génératives. Est-ce que vous avez une stratégie qui est... déjà, est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète, de ce renouvellement de parc? Est-ce qu'il y a une stratégie de on achète tout ce qu'on peut parce qu'il y a de la rareté de la ressource? Ou est-ce que, vous avez une stratégie là-dessus? Déjà, simple, on n'a pas peur. Parce que la peur est la petite mort de l'esprit qui emmène à l'obligation totale, donc tu n'auras pas peur. Donc déjà, non, tu n'as pas peur. Deux, là, quoi qu'il arrive, vu les investissements, ils seront... il faudrait qu'il y ait un massacre cataclysmique pour que ça s'arrête. Les GPU, on va pouvoir les revendre, ils peuvent être réutilisés. Tu vois, aujourd'hui, on peut... En vrai, on peut quand même faire tourner les choses en inférence, même sur des 1080. Hein. Le problème, c'est la RAM. Donc là, c'est pas trop ce qui fait peur. Ce qui fait peur, c'est quand même la rentabilité de l'achat. C'est-à-dire qu'en fait, il faut quand même avoir un plan d'amortissement qui soit pas sur 8 ans. Parce que c'est pas possible. Et puis surtout, en fait, ce qui fait le plus peur, c'est la fluctuation du prix de l'électricité. Parce que ça, on peut pas le rentrer dans le BP. Enfin, on peut, mais c'est du doigt mouillé, parce que on ne sait pas ce qui va se passer quand Trump va être élu à la fin de l'année, ou quand... pardon. Donc, dans les BP, c'est ça, c'est le coût de l'électricité qui fait le plus peur, plus que les achats. En tout cas, c'est moi, mon avis, je ne sais pas ce que le chef il dit. Je dis pareil. Et peut-être sur l'autre élément, tu posais la question, est-ce qu'on achète tout ce qu'on peut et on verra bien? Alors, certains font ça. C'est la stratégie de certains de dire on passe des très grosses commandes sur NVIDIA et on verra après. On a la chance chez Scaleway d'avoir le partenariat avec NVIDIA qui nous permet d'être servi plutôt en priorité. Donc on a plutôt tendance à être très spécifique, ce qui revient du coup aussi à pouvoir un peu choisir les clients. Il y a une autre question qui est peut-être pas forcément le sujet de ce soir, mais qui est de dire l'IA pour faire quoi? L'IA pour quel client? Est-ce qu'à un moment donné, il faut réguler à qui on donne accès à ces capacités de calcul absolument incroyables et à qui on ne donne pas accès? Donc aujourd'hui, la stratégie chez Scaleway, c'est plus de construire au fur et à mesure des demandes, en connaissant à peu près tous nos clients, enfin même en connaissant tous nos clients, et en pouvant, quelque part, choisir un peu nos clients. Et on est plus dans cette stratégie-là que dans une stratégie d'achat massif, d'aller acheter, comme certains l'ont annoncé. Ils n'ont pas forcément été livrés, mais comme certains l'ont annoncé, d'acheter 10 000, 100 000 GPU, en se disant après, il y aura potentiellement la contrainte de servir n'importe quel client pour être rentable à tout prix. Donc je pense que c'est là que se situe la question. Et sur la question des cycles de vie, c'est sûr qu'on n'a pas beaucoup de recul sur les cycles de vie des GPU. C'est-à-dire que savoir comment est-ce qu'on peut réutiliser des processeurs x86, on le fait tous les jours. Aujourd'hui, dans notre cloud, on a des processeurs qui tournent, qui ont 10 ans, 15 ans d'âge, mais qu'on utilise du coup sur des use cases un peu spécifiques. Quels seront les use cases spécifiques dans 6 ou 7 ans sur les H100 qu'on achète aujourd'hui? Ça, on n'a pas beaucoup de recul, on ne le sait pas encore, donc il y a des paris à tenir, et puis on essaye évidemment d'être raisonnable dans les BP, comme le disait JB. On a le temps pour une dernière question. Une dernière question, oui, si on a eu. Quand est-ce qu'on mange? Je sais pas, c'est pas moi qui organise, c'est pas toi. Une question et puis je pense qu'on... Merci beaucoup. À quel point dans votre business model vous dépendez principalement de cloud souverain ou de cloud de confiance? Je ne sais pas comment est-ce qu'on le définit, mais à quel point c'est globalement ça le business au début? Parce qu'il n'y a pas vraiment de réponse là-dessus aujourd'hui. Non, on ne dépend pas de ça. On pense que c'est une vraie opportunité. On pourrait parler longuement de ces questions de certification, parce que ces certifications sont globalement assez mal faites. Vous parlez d'Issectum Cloud, là? Par exemple. Mais en même temps, la stratégie de Scaleway, c'est de faire toutes ces certifications pour aider à les faire évoluer.
Parce que se mettre en opposition, on pense que ça sert à rien et que l'intention est bonne. Ceci étant dit, moi je parle, quand je parle technique, je dis que je cherche à faire un vrai cloud souverain, c'est-à-dire vraiment souverain. C'est-à-dire que donc moi je suis arrivé, je suis CTO depuis 3 mois. Je me suis pas présenté, mais j'ai pas dit ça. Mais un des premiers trucs à dire, c'est qu'il n'y a pas un seul binaire qui est déployé sans qu'on l'ait compilé. Donc chez Scaleway, je vais pas avoir de VMware, j'ai pas de SXI, j'ai pas de trucs chelous que je contrôle pas, parce que il faut être très clair. Si tu as un binaire, tu sais pas ce qu'il y a dedans. Non, mais si, on va réussir. Enfin, on discute avec les gens de Blue, de Sense, etc. Jamais de la vie. C'est vraiment souverain. Après, la question, c'est quel est ton threat model. Et le threat model du ministère des Armées, le threat model de l'Élysée, de Matignon ou d'autres ministères n'est pas le même. Nous, on considère qu'on peut, et que c'est à notre portée, de faire des bonnes briques de base qui soient correctement auditées. Et donc, c'est là-dessus qu'on va aller. Et donc, d'être capable, on a toute notre stack de vertu. Alors, c'est sûr, il restera un problème sur les firmware, mais c'est pour ça aussi qu'on est pas mal engagé sur tout ce qui est Open Compute, OpenBMC, pour justement être capable de dire que nous, on maîtrise toute notre stack. On pense que c'est une opportunité. Je n'ai pas répondu à ta question. Je ne suis pas un homme politique, je vais répondre. On pense que c'est quand même une opportunité de croissance business. Parce qu'il y a quand même des gros changements, puisqu'on va avoir CloudOct 2, 3, 4, Patrick 2, 3, 4, en fonction notamment de qui est élu aux États-Unis l'année prochaine, fin d'année. Et donc on pense qu'effectivement, il y a un vrai sujet d'être capable d'adresser les marchés gouvernementaux ou pour des industries qui pensent que c'est important, pour des questions de données, d'avoir non seulement le donné, mais aussi le processing en local. Et pour compléter sur la question de la dépendance, on a quand même, à mon sens, 2 autres atouts qui sont extrêmement clés dans notre positionnement. C'est-à-dire que le positionnement, ce n'est pas juste l'alternative au cloud, aux hyperscalers américains pour des questions de souveraineté. Il y en a un, et par ailleurs, vous allez le voir, c'est 2 éléments qui sont des éléments communs avec le groupe Iliad de manière générale. Il y en a un, c'est la transparence dans le pricing. Je pense que tous ceux qui ont utilisé les services d'AWS ont toujours eu une surprise en recevant la facture. C'est jamais le prix qu'on pensait. Bon, donc ça, chez Scaleway, ça n'existe pas. La transparence dans le pricing, c'est comme votre Freebox à 29,99. Le prix, c'est le prix. Donc ça, c'est un élément extrêmement important. Le deuxième élément, qui est un élément qui est en train d'ailleurs d'être régulé, c'est que le cloud, c'est quand même une grande question de connectivité. Et aujourd'hui, notamment dans la question du pricing, ce qui coûte cher chez les hyperscalers, c'est la connectivité. Scaleway, on a la chance d'être adossé à un grand groupe telco européen qui nous donne accès à de la connectivité et qui nous donne du coup accès à de la connectivité en Europe pas cher. On est un des rares cloud providers à ne pas facturer la bande passante, ni d'entrée ni de sortie dans le cloud. Ça, c'est un vrai différenciateur et c'est un vrai besoin. Parce que c'est ça qui permet aussi d'offrir des vraies alternatives en se disant on peut passer d'un cloud à un autre sans payer une fortune parce que chaque octet qui passe d'un cloud à un autre est facturé au moins une fois, voire 2 fois, une fois en entrée, une fois en sortie. Et ça, c'est un vrai problème pour l'industrie du cloud aujourd'hui. Donc la question de la souveraineté, c'est un des éléments, mais ce n'est pas le seul. Et je ne dirais pas qu'on est du coup dépendant tant que ça de la question de la souveraineté. Mais je vous propose de remercier Scaleway pour ce talk. Voilà, donc du coup, les talks s'achèvent. J'espère que ça vous a plu. Je remercie encore Audin pour ton accueil chez Iliad. Du coup, Édouard, Damien, Jean-Baptiste, nos speakers, les sponsors aussi. Et le cocktail, c'est par là. Bon appétit, bonne soirée.